domande. Allora, molto molto interessante. Sappiamo di essere 51 partecipando a questa chat. 51, vi invito a postare a tutti, diciamo, nella chat domande che io guarderò con attenzione e proporrò agli esperti. E io comincio subito con il secondo oratore. Direi che qui abbiamo il ruolo delle agenzie di sviluppo verso una proposta di questo genere, no? Che crea un fondo nel paese e che questo fondo poi si coordinerà, possiamo immaginare, con quello che fanno le agenzie di sviluppo già nel paese, con quello che fanno le banche di sviluppo, con quello che fanno le banche di sviluppo con il blending, magari col piano esterno di investimenti dell'Unione Europea, che mi sono pregiato di concepire, scrivere e iniziare nel 2017. Quindi abbiamo dei relatori che sapranno affrontare questo ruolo. Il ruolo delle diaspore mi interessa molto, anche dal pubblico. Come potrebbero giocare le rimesse in questo fondo che dovrebbe generarsi dal mancato pagamento dei debiti, diciamo, e quindi dalla creazione in loco di fondi di garanzia o fondi di progetto. E last but not least, qual è il ruolo delle autorità del paese, che dovranno essere sempre quelle responsabili, in particolare delle autorità di pianificazione e finanziarie. E quindi viene molto comodo ora chiamare alla parola Monsieur Jean-Gustave Sanon, economista e ex ministro delle finanze e dell'economia in Burkina Faso. Monsieur Sanon, à vous la parole. Merci, j'espère que vous m'entendez. Oui, très bien. Ah, d'accord. Donc, dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, je confirme que la pandémie a touché tous les pays du monde, certes à des degrés divers. Mais en ce qui concerne l'Afrique et singulièrement l'Afrique de l'Ouest, où nous avons une organisation inter-État qui s'appelle UMOA, qui regroupe 6 pays. Et le taux de croissance avait été au-dessus de 6% depuis ces 10 dernières années. Mais il est prévu qu'en fin 2020, ce taux va chuter à 1%. Donc, vous voyez donc quelle est l'ampleur de l'impact de cette crise sanitaire sur les perspectives économiques de la zone. Donc, à l'instar de tous les pays du monde, donc les États de l'UEMOA, par exemple, ont élaboré des plans, des stratégies de riposte avec des prémices donc, de relance, puisque nous sommes toujours dans la crise. Et il est aléatoire aujourd'hui de prédire sa fin, et encore moins donc de prévoir avec certitude quel va être l'impact final, eu égard vraiment à la profondeur du choc. Donc, en ce qui concerne ces États, les principales mesures de soutien que les États ont identifiées pour juguler un tant soit peu les effets de cette pandémie, voire même amorcer une relance des économies, c'est, je crois que madame qui m'a précédé en a parlé, il s'agit de mettre en place des fonds. Il s'agissant particulièrement de cette zone, des fonds d'appui aux petites et moyennes entreprises et également celles donc, des entreprises du secteur informel. Parce que ce sont ces entités-là qui constituent l'essentiel du tissu économique de nos États. Quant aux grandes entreprises, elles s'en sortent mieux, beaucoup mieux en tout cas, même si elles sont quelque peu impactées. Il y a également des fonds qui sont nécessaires pour le soutien à la production agricole. La plupart de ces pays sont des pays agricoles. Donc, c'est le secteur qui, par essence, porte la croissance économique dans ces pays. Et c'est ce secteur aussi qui est le plus grand employeur. Donc, la plupart de la population se retrouve donc dans ce secteur. Et ne pas pouvoir maîtriser l'impact de la crise sanitaire sur le monde agricole pourrait avoir des conséquences qui vont dépasser largement le seul champ du terrain économique. Il y a également, il faut penser aussi aux ménages. Il faut penser également aux ménages qui sont impactés d'une manière ou d'une autre. Et là, il y a des actions, des instruments qui ont été mis en œuvre donc pour essayer d'encadrer les prix des produits de grande nécessité, donc ceux-là qui rentrent dans l'alimentation, dans la santé, etc., etc.
Bon, en ce qui concerne les entreprises du secteur plus formel, bien entendu, ce sont des pourvoyeurs d'emploi, donc il faut préserver leur activité, même s'il ne faut pas contribuer à les développer, au moins à préserver donc l'emploi. Et là, il est prévu des mécanismes de subvention, il est prévu également des mécanismes de report d'échéances fiscales, ainsi que des modalités de paiement plus souples de certains impôts et taxes. Ça, c'est vraiment au plan plus ou moins macroéconomique. Maintenant, si on veut rentrer dans le détail des actions, il y a des mesures, il y a des instruments qui ont été mis en place. D'abord, pour accroître la liquidité, l'offre de liquidité par la Banque centrale, parce qu'il faut que les banques puissent être en mesure d'assurer pleinement la continuité de leur rôle, donc il y a le financement de l'économie. Et pour cela, il y a des instruments qui ont été mis en place. Donc, je vais citer, par exemple, les adjudications de liquidité qui sont refinancées à des taux relativement faibles. En ce qui concerne la Banque centrale, c'est son taux le plus bas, qui était de 2,50% en mars 2020, qui aujourd'hui, depuis juin, est de 2%. Il y a également la nécessité de préserver l'appareil productif, ça je l'ai dit. Donc, il y a un dispositif qui est prévu pour accompagner les entreprises. Une entreprise, quelle est la nature des difficultés? C'est le risque d'insolvabilité, donc de ne pas pouvoir faire face à ces engagements. Et là, il y a des mécanismes qui ont été prévus pour permettre à ces entreprises-là d'avoir des différés de leurs engagements, de leurs crédits, sans charge d'intérêt, ni frais, ni pénalité aucune. Bon, comment est-ce que cela a été rendu possible? Cela a été rendu possible parce que le dispositif prudentiel a été revu et puis le plan bancaire aussi a été révisé pour prévoir ce cas-là, ce schéma-là qui n'existait pas auparavant. Mais maintenant, il y a des entreprises qui ne vont pas avoir l'accord, l'aval de la banque pour avoir ces reports. Là, la Banque centrale a pris en charge de mettre en place des mécanismes spécifiques pour les accompagner. Pour conforter l'accès des entreprises de l'Union au crédit bancaire, puis c'est un problème de ressources. Donc, il y a des mécanismes qui ont été mis en place pour que les banques puissent accéder à des ressources plus longues que les ressources courtes qui permettent de financer à long terme les entreprises. Et là, c'est la BOAD, auprès de laquelle la BOAD, c'est la Banque Ouest Africaine de Développement, qui a une ligne de financement donc, qui va permettre donc, aux banques de se financer dans des conditions, en tout cas, dans des conditions favorables et à son tour financer vraiment les entreprises, les banques pour que les banques puissent financer les entreprises. Maintenant, bon, madame en a parlé, hein, la plupart des pays en voie de développement, dont ceux de l'UEMOA, sont tributaires des aides qui sont apportées par les autres pays plus nantis. Quand je dis aide, ça peut être des dons, ça peut être des prêts, ça peut être l'aide publique au développement. Dans tous les cas, bon, elle envisage, elle perçoit que ça va baisser. Bon, ça, c'est fort probable. Mais en entendant même que ce qui a été promis soit mobilisé, un mécanisme a été mis en place pour permettre au pays de disposer dès maintenant sur le marché financier régional des disponibilités, des ressources complémentaires nécessaires, voire indispensables même pour le maintien de l'économie de nos États. C'est ce qui a été appelé, ce sont des bons du trésor, hein, compte tenu de la spécificité, ça a été baptisé bon Covid. Et ça a permis à ce jour, en tout cas, de mobiliser sur le marché financier sous-régional suffisamment d'argent pour faire face à l'urgence et même amorcer un plan de relance de nos économies. Donc, au total, toutes ces mesures que je viens d'indiquer devraient permettre aux États de mobiliser d'importantes ressources, donc à des taux de sortie en baisse, ce qui va contribuer à la préservation de leur solvabilité budgétaire. Vous savez que l'endettement a un coût, et l'endettement est fortement encadré, surtout dans la zone de l'UEMOA. C'est vrai qu'il y a un besoin de ressources additionnelles, mais il ne faudrait pas qu'on se réendette et que ces dettes-là soient orientées vers des investissements non productifs parce qu'il va falloir rembourser tôt ou tard. Donc, les mesures dont je viens de parler, ce sont des mesures qui ont montré en tout cas leur effet positif en 2020. Il va sans dire que très probablement ces mesures vont être reconduites pour certaines d'entre elles, voire même renforcées ou adaptées selon l'évolution de la situation économique. Parce que comme je l'ai dit au départ, aujourd'hui, il est aléatoire de prédire exactement qu'est-ce qui va se passer en 2021, 2022, voire 2023. Mais dans tous les cas, les cadres budgétaires à moyen terme 2021-2023 sont en cours d'élaboration dans la plupart des pays. Et ce qui va être prévu fera l'objet de traduction dans ces budgets-là.
Voilà, donc je vais m'arrêter là à ce stade et me prêter éventuellement aux questions qui vont être posées. Je vous remercie.